Très déçu parce qu'on a quand même un cadre dans lequel il faut régler et discuter de ces questions-là. Donc on l'a dit, le canton veut relever un certain nombre de défis énergétiques, il veut économiser de l'énergie, mais il veut aussi augmenter sa part d'énergie renouvelable. Alors il y a 45 000 scénarios qui peuvent être discutés, on peut être d'accord ou pas d'accord. Le canton de Vaud s'est basé sur les scénarios de M. Feynman, qui postule que sur le territoire du canton de Vaud, il y a deux ressources énergétiques exploitables, disons deux moyens de produire de l'énergie, c'est le photovoltaïque et c'est l'éolienne, étant admis que l'hydraulique, on l'a déjà beaucoup exploité et on a, disons, une marge encore d'augmentation relativement limitée. Alors on voit qu'évidemment, compte tenu du potentiel qu'offre l'énergie éolienne, eh bien, le canton a choisi aussi, à côté du solaire, de miser sur cette forme d'énergie. Il l'a fait en partant du principe, en accord, je dirais, avec la Convention européenne du paysage, qu'on ne met pas des éoliennes partout, il y a des paysages qu'on doit protéger. Donc ces paysages protégés, c'est effectivement les paysages que l'on a l'habitude d'appeler des paysages d'importance nationale, qui figurent à des inventaires, qui sont des zones tabous, qui sont, je dirais, des témoins d'un certain type de paysage que l'on a en Suisse et pour lequel il conviendrait d'éviter des infrastructures de ce type-là. Donc le canton de Vaud a exclu ces secteurs-là et puis il a exclu également les abords des lacs qui avaient des échappées sur des montagnes ou des rives, ce qui fait que sur la carte du canton, en fait, ces secteurs d'exclusion, c'est des secteurs en rouge que vous voyez ici, qui correspondent soit à ces pourtours des lacs, soit à ces zones de paysage d'importance particulière, notamment la zone de l'IFP de la vallée de Joux, et puis on a de l'autre côté, ici, la zone qui se prolonge, qui est le Val de Travers. Sur le territoire des Préalpes et des Alpes, eh bien, on a des territoires qui sont inscrits à la protection du paysage au niveau national et aussi au niveau cantonal et qui ont été considérés comme des territoires d'exclusion. Donc ça, c'est déjà les règles du jeu sur le territoire sur lequel on peut travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'on a consacré ou qu'est-ce qu'on a considéré, disons, comme paysage pour faire cette analyse? Alors, ce n'est pas tous les paysages comme on l'a défini au départ, avec la composante socio-culturelle, d'acceptation. On a pris quelque chose de relativement factuel que l'on pouvait comparer. Donc, on a regardé des éléments géomorphologiques, des éléments de composantes de milieu naturel, des composantes historiques, une perception générale, et on a regardé aussi l'état de, entre guillemets, de transformation de ces paysages, notamment, y a-t-il déjà des infrastructures urbaines, des chemins d'amélioration foncière, des lignes à haute tension, toute une série de dessertes, et ces éléments qualité à atteinte ont permis de donner une certaine note au paysage sous l'angle de ces critères-là exclusivement. Ça ne veut pas dire que, si vous voyez la carte, vous allez vous dire, voilà, ça c'est les secteurs qui ont été prospectés ou qui ont été qualifiés selon du paysage, avec en rouge les secteurs qui ont été qualifiés de plus haute valeur et en vert les secteurs qui ont été qualifiés de moindre valeur, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que si vous êtes habitant dans ce secteur-là, vous ne trouvez pas que ce paysage est beau. Il ne faut pas confondre, évidemment, cette notation qui était plus factuelle sur des critères objectifs. Donc on a déjà vu cette fameuse balance, quelle importance à donner au paysage par rapport à la production d'énergie renouvelable. Eh bien, on a vu que cette ressource vent n'est pas présente partout, elle est souvent dans des zones paysagères sensibles, et que par ailleurs, on a quand même une cible énergétique au niveau du canton, qui est d'implanter quelques 150 voire 170 éoliennes dans un espace relativement exigu. Le vent, on l'a aussi vu, on a vu différentes cartes. Alors là, on peut avoir des avis contradictoires d'experts, mais on sait aussi que plus on monte en altitude, plus on a du vent. Donc les cartes qui ont été montées tout à l'heure et qui étaient des cartes à 80 mètres, évidemment, ce n'est pas tout à fait les mêmes que celle-ci, et qui montrent qu'à une distance élevée, on a du vent. Donc par rapport à une remarque, ou disons à une introduction qui disait les moulins à vent attestent vent sur un territoire, on a un cas de figure un petit peu particulier, puisqu'en fait on n'a pas de vent au sol, mais avec des éoliennes, on sait qu'on a du vent en altitude. Donc on ne peut plus dire que l'éolienne traduit à une certaine perception de notre paysage, c'est un autre paysage qui se met en place.
Le paysage, eh bien, dans l'analyse de l'identification des sites potentiels, on lui a accordé un quart des points. Un quart des points contre 50% qui était donné au potentiel énergétique. On ne va pas mettre des parcs s'il n'y a pas d'aide vent. Ça paraît logique, on ne va pas sacrifier un paysage sans vent. Et puis l'impact environnemental, c'est l'impact qui comprend aussi la composante humaine, donc proximité des habitations, mais aussi impact sur les oiseaux et les chauves-souris en particulier. Dans la notation d'une zone par rapport à son implantation ou d'un parc par rapport à son implantation, on a regardé justement la valeur qu'on lui avait donnée, la proximité d'un paysage d'importance nationale dont on penserait que ça serait dommage d'altérer les composantes, les zones à bâtir, la longueur des nouvelles dessertes à créer, et puis le nombre de points de vue emblématiques impactés, ainsi que le degré de naturalité de cette entité paysagère. Alors, on peut être d'accord ou non sur la planification, donc on voit qu'on avait plusieurs composantes à prendre en compte qui font qu'on ne peut peut-être ne pas voir de lisibilité dans l'implantation des 19 parcs qui ont été retenus dans la planification cantonale. C'est logique dans la mesure où on a vu qu'il y a un certain nombre d'autres composantes et de contraintes qui sont venues conditionner le choix de ces parcs. Donc aujourd'hui, c'est des sites potentiels. Ce n'est pas des sites arrêtés dans le sens où le fait de figurer dans le plan cantonal ne signifie pas nécessairement que le parc va être accepté par la population au moment où le projet sera mis à l'enquête, tant au niveau du plan partiel d'application que du permis de construire. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une marge de manœuvre actuellement sur l'implantation fine de ces projets dans les territoires. Et c'est peut-être là qu'on a peut-être une réflexion, ou en tout cas une voie ou des pistes à explorer. On l'a parlé, d'associer la population, d'éviter le voisinage d'édifices qui présentent une grande importance pour la population, de procéder à des analyses, d'associer la population au choix de ses points de vue, de maintenir des échappées visuelles pour éviter cette impression de saturation du paysage. Donc là, ça implique, et ce sera probablement au niveau des communes qui seront confrontées peut-être à plusieurs parcs sur leur territoire, de faire cette analyse en parallèle, de manière à avoir la vision complète de l'évolution de leur territoire et de leur paysage. On l'a dit, tenir compte des effets de contre-plongée, de la rythmicité, on verra tout à l'heure ce qu'on entend par rythmicité, de suivre les lignes de force, de tenir compte de la densité, et puis, quelque part, de se poser la question si un territoire a fait l'objet d'une conception d'évolution du paysage, ou si on a fait une réflexion pour mettre en avant certains éléments du paysage, il faudra se poser la question de la compatibilité de toutes ces démarches. Alors, ces réflexions, on a parlé tout à l'heure avec Madame Schmitt des effets de contre-plongée, il y a l'effet de rythmicité. En principe, il est postulé que c'est plus logique d'avoir un projet qui suit les lignes de force plutôt qui essaye de compenser le fait qu'on a moins de vent dans les creux, donc on fait des éoliennes plus grands, mais après on perd la visibilité d'un paysage comme on a l'habitude de le voir. Après, dans l'idéal, là aussi, on devrait essayer de travailler pour que les éoliennes se confondent dans des différents champs visuels dans la profondeur. On a vu, par exemple, avec les projets sur les lignes de crête du Jura, que dès le moment où on a plusieurs parcs, suivant comment on se fait, on n'y arrivera jamais. Donc en fait, ça, c'est des schémas théoriques d'implantation qui soulignent aussi des lignes de force comme ici, mais dans la réalité, on voit qu'il peut y avoir des habitations, il peut y avoir une cathédrale, il peut y avoir un certain nombre d'éléments qui vont contrarier ces réflexions qui permettraient d'optimiser l'insertion dans le paysage. Donc on voit que c'est un débat qui est complexe, donc il n'y a pas de solution simple. Il est logique que ce débat se fasse. Je pense que c'est important qu'on prenne le temps de bien évaluer ces différents projets et de chercher à les optimiser. Donc, en conclusion, eh bien, il ne faut pas oublier d'intégrer les différentes infrastructures, de soigner quand même les détails, même si on a des projets gigantesques, d'informer, d'associer la population et puis peut-être envisager une modification du projet, même si ça peut être très coûteux pour les porteurs de projets qui ont avancé, qui ont pris des engagements avec les propriétaires directement concernés, évidemment qu'ils sont peu enclins, on peut l'imaginer, à revenir en arrière sur des négociations, mais je pense qu'il faut imaginer qu'on a encore une marge de manœuvre de manière à pouvoir quelque part s'approprier ce nouveau paysage et puis vivre avec dans les années à venir. Voilà.